Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la troisième partie sur le cours concernant la généralité sur les fonctions niveau premier bac sciences. Vous pouvez trouver dans la description le lien de la playlist contenant les deux parties du cours et aussi quelques exercices sur généralité sur les fonctions. Donc, dans cette partie, on va traiter les représentations graphiques des fonctions de quelques fonctions usuelles et dans cette vidéo on va voir quatre fonctions usuelles. Pour la première, c'est la fonction trinôme du deuxième degré ou bien du second degré. Il s'écrit sous la forme f de x qui est égal à ax carré plus bx plus c, avec ici le a, un nombre réel qui est bien sûr différent de 0 parce que s'il est nul, f n'est pas un trinôme. Bien, le domaine de cette fonction c'est l'ensemble R, et puisque f c'est un polynôme ou bien en particulier c'est un trinôme. Bien, donc pour la courbe, pour le tableau de variation de cette fonction, on a deux cas, mais premièrement on va essayer de prendre le nombre réel ou bien de calculer le nombre réel moins b sur 2a et que ce nombre n'a pas de relation avec le fait que le delta de ce discriminant de ce trinôme est nul. Non, on calcule b moins b sur 2a pour travailler avec dans le tableau de variation. Donc on a deux cas pour le tableau. On prend l'ensemble R qui est le domaine, moins l'infini plus l'infini. On calcule moins b sur 2a, bien, et bien sûr on définit le signe, on détermine le signe de a. Est-ce que a positif ou négatif? Si a est positif, la fonction elle est décroissante sur cet intervalle et elle est croissante sur cet intervalle. Donc s'il est positif, la fonction elle décroît et après elle croît. Si a est négative, la fonction elle est croissante sur cet intervalle et décroissante sur cet intervalle. Bien, et après on va essayer de prendre ici l'image de ce nombre réel qui est moins b sur 2a. Après, on peut voir un petit exemple pour bien comprendre ce qu'on a fait ici. Bien, ce qu'on remarque ici dans le premier tableau, c'est que quel que soit x un nombre réel, f de x, il est supérieur, on remarque qu'il est supérieur ou égal à f de moins b sur 2a. Et ceci veut dire que f de moins b sur 2a est la valeur minimale absolue de la fonction f dans R sur le domaine. Et dans le deuxième tableau, on remarque ici que quel que soit x un nombre réel, f de x il est inférieur ou égal à f de moins b sur 2a. Bien, et ceci veut dire que f de moins b sur 2a est la valeur maximale absolue de la fonction f sur son domaine de définition qui est l'ensemble R. De même, cette fonction elle a une représentation graphique et cette représentation graphique s'appelle une parabole. Et cette représentation graphique qui s'appelle une parabole, elle a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est le sommet de cette parabole. Donc le sommet, c'est le point, on prend le sommet, c'est le point oméga de coordonnées moins b sur 2a et l'image de moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Ça, c'est le sommet de cette parabole. Et cette parabole, elle a un axe de symétrie, c'est la droite d'équation x égale à moins b sur 2a. X égale à moins b sur 2a. Et cette droite, c'est la droite verticale qui passe par l'abscisse moins b sur 2a. Donc, sa courbe représentative, c'est-à-dire la courbe du trinôme, est une parabole de sommet oméga et l'axe de symétrie d'équation x égale à moins b sur 2a. Prenons un exemple. On considère la fonction f de x qui est x carré plus 2x moins 1. Donc son domaine de définition c'est l'ensemble R parce que c'est un polynôme. Si je calcule maintenant moins b sur 2a, on va trouver moins 2 en haut sur 2 fois 1 ici. Ça donne moins 2 sur 2 qui est moins 1. Alors maintenant, je peux dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc je prends l'ensemble R qui est le domaine de f, et je prends ici moins 1 qui est moins b sur 2a,
Et maintenant, je vais prendre le signe de A. Ici, le 1, il est positif. Alors, la fonction, elle est décroissante et elle est croissante. Et on prend f de moins 1. F de moins 1, c'est quoi? Ici, on calcule l'image de moins 1, l'image de moins b sur 2a. L'image de moins 1, c'est moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, moins 1. Donc, c'est 1 moins 2 moins 1, donc c'est moins 2. Alors, ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Bien. Maintenant, je peux tracer, comment tracer cette courbe. Bien. Donc, premièrement, on a dit que cette courbe représentative, c'est une parabole. Et cette parabole, elle a un sommet. Dans notre cas, le sommet est là pour coordonner moins 1, moins 2. Ça, c'est moins b sur 2a. Ça, l'image de moins b sur 2a. Donc, moins 1, moins 2. Le moins 1, moins 2, c'est ce point-là. Bien. Et il admet aussi un axe de symétrie d'équation x égale à moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, dans notre cas, c'est moins 1. Donc x égale à moins 1. On a déjà dit que x égale à moins 1, c'est la droite verticale qui passe par moins 1. Par l'abscisse moins 1. Bien. Maintenant, on a considéré le sommet et on a considéré de même aussi l'axe de symétrie. Donc pour tracer cette courbe, on va tracer la courbe sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et après, on va prendre le symétrique de ce qu'on a tracé à droite pour le tracer à gauche. Bien. Pour tracer la courbe, on remarque que sur cet intervalle, la courbe elle est croissante. Donc je peux prendre quelques images. Moins 1, si je prends 0, son image c'est quoi? Le 0, son image c'est moins 1. Donc je prends moins 1. 0, moins 1. Oui, ça c'est le point. Ça c'est le sommet. Oméga. Ça c'est le premier point. Si je prends 1, on obtient ici 2. Donc si je prends 1, alors on trouve 2. Par suite, la courbe, elle passe par le sommet, par le point de coordonnées 0, moins 1, et aussi par le point de coordonnées 1, 2, et elle est croissante. Ça, c'est le traçage de la courbe à droite de moins 1, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pour tracer la courbe sur l'autre intervalle, on va soit prendre quelques images ou bien prendre les symétriques de ces points, de ces deux points par rapport à l'axe d'équation x égale à moins 1. Donc si je prends l'image de oméga, c'est lui-même, puisqu'elle appartient à cette droite, l'image de ce point-là, c'est ce point-là, et pardon, c'est pas l'image, c'est le symétrique. Le symétrique de ce point par rapport à cette droite, c'est ce point, et le symétrique de ce point, c'est ce point-là, et ainsi je peux tracer la courbe comme ça. Et on remarque que la droite, que la courbe elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et on nomme la fonction CF. Bien. Pour la deuxième fonction usuelle, on va prendre la fonction homographique. Cette fonction, elle s'écrit sous la forme f de x qui est égal à ax plus b sur cx plus d. Donc le domaine de cette définition, c'est pas l'ensemble R. Puisque si je prends x, un nombre, un réel qui appartient au domaine, ceci est équivalent à dire que x est un nombre réel et le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. Si et seulement si x appartient à R et si x différent de moins d, si et seulement si x est un nombre réel et x est différent de moins d sur c. Alors le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R moins le nombre réel moins d sur c. Bien, donc R privé de moins d sur c. Donc pour déterminer le tableau de variation de cette fonction, on a deux cas. Donc on a deux cas. Premièrement, on va prendre le domaine qui est l'ensemble R, moins l'infini plus l'infini, privé de moins d sur c, c'est-à-dire on va prendre deux traits au-dessous de moins d sur c. Ça veut dire que moins d sur c, c'est un nombre réel qui n'a pas d'image par la fonction f. Après, pour déterminer la monotonie de cette fonction, on calcule le déterminant dans cet ordre a au-dessous c, ac, et b, d. On calcule ce déterminant. Le calcul du déterminant, on multiplie a fois d, on retranche b fois c.
ce résultat, il est soit positif strictement, soit négatif strictement. Sinon, s'il est nul, on va avoir que cette fonction est une fonction constante. Bien. Après, on calcule ce déterminant delta qui est ACBD. Si delta est positif, la courbe elle est croissante à droite, à gauche et croissante aussi à droite. Donc elle est croissante dans les deux intervalles. Et si delta est négative, la fonction elle est décroissante à gauche et décroissante à droite. Bien. La courbe représentative de la fonction homographique s'appelle une hyperbole. Et cette hyperbole, elle a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que cette hyperbole, elle admet un centre. Un centre, c'est le point de coordonnées moins d sur c, le point oméga, moins d sur c. C'est l'élément qui n'a pas d'image, c'est l'élément qu'on a éliminé du domaine, c'est moins d sur c qui se trouve ici. Et aussi, on va prendre son ordonnée, c'est a sur c. A sur c. Bien. Et cette courbe, elle admet deux asymptotes. La première, c'est x qui est égal à moins d sur c, c'est une droite verticale. Et l'autre, y qui est égal à a sur c, qui est une droite horizontale. Donc, sa courbe représentative, c'est-à-dire la courbe de la fonction homographique, qui est définie comme ceci, est une hyperbole de centre oméga moins d sur c, a sur c, et d'asymptote les droites d'équation x égale à moins d sur c et y égale à a sur c. Prenons ici un exemple. Considère la fonction f de x qui est égale à x plus 1 sur x moins 1. Donc son domaine, si je considère x un élément de domaine, ceci est équivalent à dire que x est un nombre réel et x moins 1 est différent de 0. Si seulement si x est un nombre réel et x différent de 1, si et seulement si x est un élément de R moins 1. Donc on va prendre le domaine, c'est l'ensemble R privé de 1, c'est-à-dire qu'on va éliminer 1 du domaine, c'est-à-dire aussi que 1 n'admet pas d'image par cette fonction. Pour le tableau, bien sûr, on va calculer le déterminant. Le déterminant, et on va prendre ici 1, 1, et aussi 1, moins 1, 1, moins 1. Le calcul, on multiplie 1 par moins 1, ça donne moins 1, et on retranche ce produit-là, 1, et le résultat, c'est moins 2. Alors, delta, il est négatif. Puisqu'il est négatif, alors le tableau, c'est le deuxième tableau. Alors, on va considérer ici le domaine, qui est moins l'infini plus l'infini, privé de quoi ici? De 1, privé de 1, de trait en bas, puisque delta elle est négative, alors la fonction elle est décroissante à gauche et aussi décroissante à droite. Ça c'est le domaine ça c'est le tableau de variation de cette fonction. C'est quoi maintenant la représentation de cette fonction? C'est une hyperbole qui est pour sommet oméga, et oméga il a pour abscisse 1 et pour ordonnée a sur c. A sur C. Et le A sur C ici, c'est 1 sur 1, c'est 1. Donc il a pour coordonnée oméga, il a pour coordonnée 1, 1. Et pour les asymptotes, ce sont les deux droites. La première qui est verticale, x égale à 1, et la deuxième qui est horizontale, qui est égale à 1. J'ai dit horizontale puisque x égale une équation qui a seulement la variable x, c'est une droite qui est verticale. Et s'il y a seulement y, il est horizontal. Bien. Pour tracer cette courbe, premièrement, on va commencer par le sommet. Le sommet, on a déjà dit que c'est le 1, 1. Le oméga, c'est le 1, 1, 1, 1. C'est ce point-là. Et on va tracer la droite. La première droite, c'est la droite d'équation x égale à 1. X égale à 1. C'est cette droite-là. C'est la droite verticale, x égale à 1. Bien. Et la droite d'équation y égale aussi à 1. Et ces deux droites, ils se coupent au point oméga, qui est le centre de cette hyperbole. 1, 1. Après, on va tracer. Donc, pour tracer cette courbe, on va prendre quelques images à droite de 1 et les images à gauche de 1. À droite de 1, si je prends l'image de 2, on va trouver que l'image de 2, c'est 2. Et si on prend l'image de 2, c'est le 3. L'image de 2, c'est 3. Et l'image de 3, c'est le 2.
et la courbe elle est décroissante sur 1 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire asymptote? Asymptote, ça veut dire que la courbe ne touche pas ne coupe pas cette droite. Donc on va prendre ici la courbe du en haut qui est décroissante, qui passe par ces deux points et qui passe aussi de cette façon-là. Donc cette courbe qui est décroissante sur 1 plus l'infini avec y égale à 1 asymptote, x égale à 1 asymptote. Pour l'autre intervalle, on va prendre par exemple l'image de 0. Donc l'image de 0 c'est quoi? C'est moins 1, donc il passe par ce point. Et l'image de moins 1, l'image de moins 1 c'est 0, donc c'est ce point-là. Donc la courbe aussi, elle passe par, il y a une asymptote ici horizontale. La courbe elle passe par ces deux points et l'asymptote verticale. Et bien sûr, on remarque que ce point-là, c'est un centre de symétrie de cette courbe. On passe maintenant à la troisième fonction usuelle. C'est la fonction sous la forme ax à la puissance 3 avec a un nombre réel non nul. Bien, cette fonction, je pose f de x, c'est ax à la puissance 3 avec a est non nul. Son domaine, bien sûr, c'est l'ensemble R. Il n'y a pas de problème pour le domaine. Chaque élément de R admet une image. Pour son tableau de variation, bien sûr, on a deux cas aussi. Donc, on prend x moins l'infini plus l'infini f. Et on va prendre ici le signe de A. Si A elle est positive, la fonction elle est croissante. Et si A elle est négative, la fonction elle est décroissante. Donc dans ce cas, puisque A est positive, la fonction il croît. Et si A est négative, la fonction elle est décroissante. Bien. Et on remarque aussi que la fonction f de x qui est égale à x3, c'est une fonction qui est impaire. Et ceci va être utile dans la représentation graphique de cette fonction, parce que lorsqu'une fonction est impaire, alors la courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc ici, on a le domaine CR, quel que soit x un nombre réel, moins x c'est aussi un nombre réel. F de moins x c'est quoi? C'est a fois moins x le tout à la puissance 3. C'est a fois moins x à la puissance 3. C'est moins ax à la puissance 3 qui est égal à moins f de x. Et ceci veut dire que la fonction f, elle est impaire. Ici, on ajoute l'image de 0. L'image de 0, c'est 0 par cette fonction. Donc, on remarque que dans le cas où A positif, la fonction elle est croissante et il passe par le point O00 qui est l'origine du repère. Et aussi dans le cas où A est négatif. Prenons un exemple. La fonction f de x qui est égale à 1 demi x à la puissance 3. Son domaine, c'est l'ensemble R. Ici, on va prendre 1 demi, c'est le A. Elle est positive. Alors, la fonction est à la courbe, ou bien la fonction, elle est croissante. Et on prend l'image de 0, c'est 0. Pour la représentation graphique, donc, puisque la fonction, elle est impaire, on va tracer la courbe dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et on va faire une symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc la courbe il passe par le point O00, on le remarque ici dans les deux cas. Pour les images, l'image de 1, on le calcule, c'est 1 demi, c'est ce point-là. Et l'image de 2, ça donne 4. Donc la courbe, il croît de 0, 0 vers 1, 1 demi et aussi vers 2, 4 et il croît. Bien. Ça, c'est le traçage de la courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour le traçage sur l'autre intervalle, on utilise la symétrie centrale de centre aux origines du repère. Donc, l'image de 1, 1 demi, c'est moins 1, moins 1 demi, c'est ce point-là. Et l'image de 2, 4, c'est moins 2, moins 4. Donc, ici, on trace la courbe de cette manière-là. Et on remarque que la courbe, elle est croissante. On commence de la gauche. Donc la courbe elle est croissante, il passe par le point O, origine du repère, et il continue et il est toujours croissante. Donc ceci est défini dans ce tableau de variation. Autre fonction usuelle,
on va considérer la fonction racine, la fonction qui a x, on associe la racine de x plus a avec a un nombre réel, soit nul ou non nul. Si je considère cette fonction, donc son domaine c'est quoi? Donc si je prends x, un élément du domaine de f, ceci est équivalent à dire que x plus a, l'expression qui se trouve dans la racine carrée, elle est positive. Si seulement si x est supérieur ou égal à moins a, alors le domaine de f c'est moins a plus l'infini. C'est moins a plus l'infini. Ça c'est le domaine de la fonction f. Pour le tableau, on a un seul tableau, on n'a pas des cas. Pour le tableau, on prend le domaine moins a plus l'infini. Et cette fonction, elle est croissante. On peut le vérifier. Donc, on peut le vérifier en utilisant le taux de variation de cette fonction. On trouve qu'il est positif sur moins l'infini, moins a plus l'infini. Alors, la fonction, elle est croissante et l'image de moins a, c'est le 0. Prenons deux exemples. Si je prends la fonction racine de x plus 2, son domaine, c'est moins 2 plus l'infini. Et pour le tableau, la fonction elle est croissante et l'image de moins 2 c'est 0. Si je prends f de x qui est égal à racine de x moins 1, alors dans ce cas x moins 1 est positif, ça veut dire que x est supérieur à 1. Donc le domaine c'est 1 plus l'infini. Donc le domaine c'est 1 plus l'infini. Et pour le tableau c'est très simple, on prend x, le domaine 1 plus l'infini, la fonction g, la courbe elle est croissante et l'image de 1 c'est 0. Bien. Pour tracer cette courbe, donc premièrement pour la fonction f, et il passe par le point de coordonnées moins de 0. Moins de 0, c'est ce point-là. Donc pour tracer la courbe, on va le tracer dans l'intervalle moins 2 plus l'infini à droite, ici. Bien. On va prendre quelques images. Je commence par l'image de moins 1. L'image de moins 1, ça donne 1. Et aussi, je prends l'image de 2 qui donne 2. Alors la courbe elle est croissante de cette manière-là. Ça c'est la fonction CF. Il passe par le point moins 1, moins 2, 0, moins 1, 1 et 2, 2. Pour la fonction G, il commence bien sûr par le point 1, 0. Donc il passe par le point de coordonnées 1, 0. L'image de 2 c'est le 1. Donc il passe par ce point aussi. Et l'image de 5, c'est le 2. Donc, il passe par ces trois points et la fonction, elle est croissante. Ça, c'est la fonction J. Maintenant, on va voir une autre fonction. Cette fonction qui s'appelle la partie entière. Donc, par définition, on va prendre x un nombre réel. Donc, d'après la définition, la partie entière du réel x, c'est le plus grand entier relatif n qui est inférieur ou égal à ax. Bien, on la note e de x ou bien x entre crochets. Donc, par exemple, si je prends un réel, un nombre qui est un entier relatif, 5. Donc, la partie entière de 5, c'est quoi? La partie entière de 5, c'est le plus grand entier relatif n qui est inférieur ou égal à 5. Donc, quels sont les entiers relatifs inférieurs ou égal à 5? Sont 5, 4, 3, 2, etc. Quel est le plus grand de ces entiers? C'est le 5. Alors la partie entière de 5, c'est 5. Et en particulier, si n est un nombre relatif, sa partie entière, c'est n lui-même. Donc prenons maintenant des exemples. On peut utiliser la droite graduée pour vérifier quelques cas. Donc la partie entière de 3,25. Donc 3,25, il se trouve dans cet intervalle. Donc 3,25. Donc c'est quoi la partie entière de 3,25? C'est le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à 3,5. Les entiers relatifs inférieurs à 3,5 sont 3, 2, 1, etc. Et le plus grand de ces entiers, c'est 3. Alors la partie entière de 3,5, c'est 3. De même, la partie entière de 4 sur 5, donc on calcule 4 sur 5, c'est 0,8. Donc 0,8, il se trouve ici 0,8. Le plus grand entier relatif qui est inférieur à 0,8, c'est le 0. Donc la partie entière, c'est 0. La partie entière de racine de 2. La racine de 2, c'est 1,4. Racine de 2.
Les entiers relatifs inférieurs à racine de 2 sont le 1, le 0, le moins 1, etc. Et le plus grand de ces entiers, c'est le 1. Alors la partie entière de racine de 2, c'est le 1. Ça, c'est pour les nombres réels positifs. Mais si on prend un nombre réel négatif, moins 3,25 comme exemple, donc moins 3,25, c'est écrit ici, il se trouve ici. Quels sont les entiers relatifs inférieurs à ce nombre-là? Il y a le moins 4, il y a le moins 5, etc. Quel est le plus grand de ces entiers relatifs? C'est le moins 4. Alors ça, la partie entière de moins 3,25, c'est moins 4. Quelle est la partie entière de moins 4,5? Ici, moins 4,5, c'est moins 0,8. Moins 0,8, il se trouve ici. Quels sont les entiers relatifs inférieurs à moins 0,8? Il y a le moins 1, le moins 2, le moins 3, le moins 4, etc. Et quel est le plus grand de ces entiers relatifs? C'est le moins 1. Alors c'est moins 1. Il reste aussi la partie entière de moins racine de 2. Moins racine de 2, c'est moins 1,4. Donc c'est moins racine de 2. Les entiers relatifs inférieurs à moins racine de 2 sont moins 2, moins 3, moins 4, etc. Le plus grand de ces entiers relatifs, c'est le moins 2. Alors, la partie entière de moins racine de 2, c'est moins 2. Autre exemple, partie entière de n sur n plus 1. Donc, on va essayer d'encadrer n sur n plus 1. Donc, n, elle est positive. N plus 1, elle est strictement positive. Ceci implique que n sur n plus 1 est positive. Et on sait que n elle est inférieure strictement à n plus 1. Ceci implique que n sur n plus 1 est inférieur strictement à 1. Donc ce nombre-là, il est positif et il est inférieur à 1. Alors n sur n plus 1, il est compris entre 0 et 1. Donc les éléments qui se trouvent dans l'intervalle 0, 1, les nombres réels qui se trouvent sur 0, 1, si je détermine les nombres relatifs inférieurs ou égaux à ce nombre, il y a le 0, il y a le moins 1, le moins 2, le moins 3, etc. Et le plus grand de ces entiers relatifs, c'est le 0. Alors la partie entière de n sur n plus 1, c'est 0. Autre exemple, partie entière de n plus 1 sur n. Donc on remarque ici que n plus 1 sur n, elle est égale à 1 plus 1 sur n. 1 sur n, on le connaît, il est strictement positif et strictement inférieur à 1. Alors n plus 1 sur n, lorsque j'ajoute ici 1, il est compris ici entre 2 et 1. Donc 1 et 2. Entre 1 et 2, quelle est maintenant la partie entière des réels qui se trouve entre 1 et 2? On a dit, on va prendre tous les entiers relatifs qui sont inférieurs à ce nombre-là. Donc il y a le 1, il y a le 0, etc. Et quel est le plus grand de ces nombres? Il y a le 1. Alors la partie entière de n plus 1 sur n est égale à 1. Maintenant, on va voir une propriété concernant la partie entière. Quel que soit x un nombre réel, x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Normalement, si je considère la première comparaison, on va considérer x un nombre réel. La première comparaison ici, la partie entière de x est inférieure ou égale à x. Cette comparaison elle est vérifiée puisque la partie entière de x c'est quoi? C'est le plus grand entier relatif n qui est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire que la partie entière elle est toujours inférieure ou égale à x. Maintenant, on va essayer de montrer, donc montrons que quel que soit x un nombre réel, x est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Donc pour cela, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. Donc ici, on va supposons que il existe x un nombre réel tel que x est supérieur ou égal à la partie entière de x plus 1. Donc ici, on va remarquer ici que la partie entière de x, elle est inférieure ou égale à la partie entière de x plus 1. Et cette partie entière de x plus 1, elle est inférieure ou égale à x d'après ce qu'on a supposé. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que,
partie entière de x plus 1. Bien, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la partie entière, puisque la partie entière de x est un nombre relatif, alors la partie entière de x plus 1, c'est aussi un nombre relatif. Donc la partie entière de x plus 1, c'est un nombre relatif. Et la partie entière de x plus 1 est inférieure ou égale à x. Et on a trouvé que la partie entière de x plus 1 est plus grand que la partie entière de x. Ceci est absurde du fait que la partie entière de x est le plus grand entier relatif inférieur ou égal à x. Alors, quel que soit x un nombre réel, x est inférieur strictement à la partie entière de x plus 1. Donc, on en déduit le résultat de la proposition suivante. Pour tout x un nombre réel, x est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Maintenant, on va essayer de résoudre quelques équations et inéquations. Pour les équations, on considère l'équation sous la forme la partie entière de x égale à n. Normalement, n, c'est soit un entier relatif ou bien c'est un élément qui n'est pas un entier relatif. Donc, si la partie entière de x égale à n et n c'est pas un entier relatif, alors cette équation n'admet pas de solution. Mais si n est un entier relatif, alors on peut trouver ici que la partie entière de x égale à n si seulement si x est un élément de l'intervalle n plus 1. On peut le remarquer sur la droite graduée. Si j'ai par exemple l'équation partie entière de x égale à 3, alors ici x, le réel x, il appartient à l'intervalle 3, 4. Si j'ai par exemple la partie entière de x égale à moins 5, alors le réel x, il appartient à l'intervalle moins 5, 4. Bien sûr, 3 plus 1, 3 plus 1, 4. Et moins 5 plus 1, moins 5, moins 4. On peut vérifier ici, montrer cette équivalence. Bien sûr, ici, pour la première application, elle est évidente. On suppose que la partie entière de x égale à n. Et on a bien sûr ici, x, il est compris. On a x, il est compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Alors, x, il est compris entre la partie entière, c'est n. Donc, n plus 1 et n. Donc, x, il appartient à l'intervalle n plus 1 ouvert en n plus 1 et fermé en n. Donc pour la première application c'est évident. Pour la deuxième aussi, si on prend x, un élément de l'intervalle n plus 1, alors bien sûr c'est quoi le plus petit et le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à x. Bien sûr x il est compris ici entre n et n plus 1, le plus grand entier relatif qui est inférieur ou égal à x, c'est le n. Alors dans ce cas, la partie entière de x est égale à n. Donc pour résoudre par exemple l'équation e de x égale à 5, ceci est équivalent à dire que x est un élément de l'intervalle 5, 5 plus 1, c'est-à-dire 5, 6. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'intervalle 5, 5, 6. De même aussi, l'équation partie entière de x égale à moins 2, donc si et seulement si x est un élément de l'intervalle moins 2 et moins 2 plus 1 qui est moins 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 2, moins 1. Pour autre équation, partie entière de x égale à 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est pas un entier relatif. Et la partie entière, c'est un entier relatif. Alors, dans ce cas, l'égalité ne peut pas être vérifiée. Donc, cette équation n'admet pas de solution. Autre équation. Donc, ici, on va essayer de déterminer la valeur de la partie entière. Donc, 3, la partie entière de x égale à moins 11 plus 2. 3, la partie entière de x égale à moins 9. La partie entière de x égale à moins 9 sur 3 qui est égal à moins 3. Donc, x c'est moins, il appartient à moins 3 et moins 3 plus 1 c'est moins 3 moins 2. Donc l'ensemble des solutions c'est l'intervalle moins 3 moins 2. On peut résoudre aussi quelques inéquations.
on considère par exemple la partie entière de x inférieure strictement à 1. Avant de résoudre cette équation, on va utiliser la propriété suivante. La partie entière de x est inférieure ou égale à n si, et seulement si, x est un élément de l'intervalle moins l'infini n plus 1 ouvert. Bien, on peut le remarquer, cette équivalence, on peut le remarquer sur cette droite graduée, je peux le montrer aussi. Donc si je considère la première implication, ici on a la partie entière de x est inférieure ou égale à n, et d'après cet encadrement, c'est l'encadrement de x, moi ici je vais encadrer la partie entière de x. On trouve que la partie entière de x est inférieure à x et supérieure strictement à x moins 1. Alors dans ce cas, on peut remarquer ici que la partie entière ici, elle est inférieure à x, et x moins 1, elle est inférieure à la partie entière. Donc on a supposé que la partie entière de x est inférieure à n, et ici x moins 1 est inférieur strictement à la partie entière de x. Donc ceci implique que x moins 1 est inférieur strictement à n. Ceci implique que x est inférieur strictement à n plus 1. Ceci implique que x, puisque c'est un réel, il appartient à l'intervalle moins l'infini n plus 1. Pour l'autre implication, on va prendre ici x, un élément de moins l'infini n plus 1. Alors dans ce cas, x il est inférieur strictement à n plus 1. Et la partie entière de x, d'après cette proposition, il est inférieur ou égal à x. Il est inférieur ou égal à x. Ceci implique, d'après ces deux comparaisons, que la partie entière de x elle est inférieure strictement à n plus 1. Ceci implique, du fait que la partie entière c'est un entier relatif et qui est inférieur strictement à n plus 1, ceci il va impliquer que la partie entière de x est inférieure ou égale à n, et on a montré par double implication que la partie entière de x est inférieure ou égale à n si seulement si x est un élément de moins l'infini n plus 1. Donc on va utiliser cette proposition, la partie entière de x inférieure à n si seulement si x est un élément de l'intervalle moins l'infini n plus 1. Donc la partie entière de x est inférieure strictement à 1. La partie entière c'est un nombre, c'est un entier relatif inférieur strictement à 1. Ceci équivalent à dire que la partie entière elle est inférieure ou égale à 0. Et d'après cette proposition, le n c'est le 0. Ceci équivalent à dire que x est un élément de l'intervalle moins l'infini 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'intervalle moins 1 moins l'infini 1. Et on peut remarquer ceci sur cette droite. Si je considère un élément dans cet intervalle, sa partie entière c'est moins 7, il est inférieur à 1. Dans cet intervalle c'est moins 6, etc., etc. Dans cet intervalle c'est moins 3, dans cet intervalle c'est moins 2, dans cet intervalle c'est moins 1, dans cet intervalle c'est 0. Alors ces valeurs sont inférieures strictement à 1. Mais si je prends un élément de cet intervalle, la partie entière c'est 1, et 1 elle n'est pas inférieur strictement à 1. Donc l'ensemble des solutions c'est moins l'infini 1. De même, on peut résoudre cette équation, partie entière de x supérieur ou égal à 2. Donc on a dans notre cas, si la partie entière de x est supérieure ou égale à n, ceci équivalent à dire que x est un élément de n plus l'infini. On peut le montrer d'après la proposition donnée de la partie entière. Donc partie entière de x supérieure ou égale à 2 si seulement si x est un élément de l'intervalle 2 plus l'infini. C'est-à-dire si on prend les éléments qui sont supérieurs, les nombres réels supérieurs ou égaux à 2, alors leur partie entière est aussi supérieure ou égale à 2. Et l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. On va prendre une autre équation, mais sous la forme d'un encadrement de x. On considère la partie entière de x qui est comprise entre les deux nombres relatifs, moins 2 et 4. Ici, strictement. Premièrement, on va essayer de prendre l'encadrement avec
le symbole ou égal. Donc e de x inférieur, puisque e de x est un nombre relatif, inférieur strictement à 4 veut dire aussi inférieur ou égal à 3. Supérieur strictement à moins 2, ça veut dire supérieur ou égal à moins 1. Maintenant, on va décomposer cet encadrement. Ça veut dire ici que la partie entière de x elle est inférieure à 3 et la partie entière de x est supérieure ou égale à moins 1. Donc pour cette inéquation, partie entière de x inférieure à 3, on a déjà vu, ça veut dire ici que x est un élément de l'intervalle moins l'infini 3 plus 1, c'est-à-dire 4 ouvert. Et cette partie entière de x supérieure ou égale à moins 1, on l'a déjà vu dans cette inéquation, c'est-à-dire ici que x est un élément de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, on a trouvé deux intervalles, c'est-à-dire que x est un élément de l'intersection moins l'infini 4 inter moins 1 plus l'infini. Si seulement si x c'est un élément, donc si je considère l'ensemble R, ici je considère moins 1, 4, le premier c'est moins 1 plus l'infini, l'autre c'est moins l'infini 4, l'intersection c'est moins 1, 4, donc c'est un élément de moins 1 fermé, 4 ouvert. Alors S, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'intervalle moins 1, 4. Si je prends l'intervalle moins 1, 4 dans cette droite graduée, moins 1, 4. Donc la partie entière des réels qui se trouve entre moins 1 et 0, c'est le moins 1. Il appartient à cet intervalle. La partie entière des réels entre 0 et 1, c'est 0. La partie entière des réels entre 1 et 2, c'est le 1. Ici, c'est le 2. Ici, c'est le 3. Et le 4, on ne peut pas avoir le 4, puisque pour avoir la partie entière égale à 4, il faut que les éléments appartiennent à l'intervalle 4, 5.